tous nos pays, depuis pratiquement leur pseudo-indépendance des années 60, sont devenus dépendants de la dette. Et ils ont généré la dette pour nous obliger à payer en matières premières, à ne pas transformer nos matières premières chez nous, à les leur donner. Eux, ils font travailler leurs usines dans le Nord, en Europe, en Amérique. Ils font travailler leurs usines en Asie. Ils produisent des produits finis. Ils reviennent nous les vendre. Et comme nous n'avons pas, de leur point de vue, assez d'argent, ils nous en prêtent. Ils nous prêtent leur argent. Et cet argent est une corde au cou, une véritable corde de pendaison qui nous conduit progressivement vers le surendettement nous obligeant de brader encore plus nos matières premières. C'est ce cercle vicieux que le président Assimi Goïta et ses compagnons ont décidé de briser au Mali. Bon, très bien. Premier sujet, le Mali récupère calmement son nord. Voici plusieurs mois qu'il y a un duel qui se déroule au Mali et puis dans les prétoires du droit international entre la société sud-africaine et partiellement, je pense aussi canadienne, Barrick Gold, société d'exploitation de l'or, et l'État du Mali. L'État du Mali, qui depuis 2021 a entamé, notamment à partir de 2022, une révolution de la souveraineté, une révolution pour aller vers son indépendance réelle et non plus une indépendance sur papier jetable, l'État du Mali a entrepris d'augmenter la part de l'État, c'est-à-dire du peuple malien, dans les richesses exploitées au Mali. Parce que le Mali est l'un de ces pays qui aujourd'hui résume tout le paradoxe et toute la contradiction dont l'Afrique souffre depuis plusieurs siècles, à savoir d'être le continent le plus riche en ressources naturelles et le continent le plus appauvri en ressources technologiques, en ressources commerciales, en ressources industrielles, en ressources bureautiques, en ressources dernier cri. Comment peut-on être le continent le plus riche en ressources naturelles et être le continent le plus appauvri en ressources technologiques, en ressources financières, en ressources monétaires? Voilà le grand paradoxe qui explique la misère artificiellement entretenue des Africains depuis 600 ans. Le président Assimi Goïta et ses compagnons du CNT malien ont décidé de mettre fin à cette contradiction. On ne peut pas être un pays riche et avoir une population appauvrie. On ne peut pas marcher sur l'or, sur le diamant, sur le pétrole. On ne peut pas marcher sur le gaz, on ne peut pas marcher sur le manganèse, l'uranium. Et à côté de cela, dormir pendant toutes les années de sa vie dans le noir. Boire de l'eau sale. Ne jamais être soigné dans un dispensaire, un hôpital, dernier cri. Ne pas bénéficier de l'Internet à bas prix, d'un système de transport de qualité. Ne pas bénéficier d'écoles, de collèges, de lycées, d'universités de haut niveau. On ne peut pas faire cela. Le président Assimi Goïta et ses compagnons ont dit non à cette incongruité, à cette aberration. Non à cette antinomie. Un pays naturellement riche et circonstanciellement pauvre est un oxymoron. L'oxymoron ou l'oxymore est cette figure de style qui associe deux concepts aux propriétés absolument opposées. Par exemple, quand on dit une glace chaude, l'expression une glace chaude est un oxymoron ou un oxymore, de la même façon que l'expression le Mali pauvre. Il y a une contradiction entre Mali et pauvre, parce que le Mali est l'un des pays les plus immenses et c'est l'un des pays les plus riches au monde. Donc, rien que le fait de classer le Mali parmi les pays pauvres, c'est une contradiction dans les termes. Car dans le concept de Mali, que vous l'étudiez du point de vue historique, étymologique, ou que vous l'étudiez en évaluant concrètement le potentiel de la terre malienne, de la société malienne, il n'y a pas de place pour la pauvreté. La pauvreté est, par rapport au Mali, comme une glace est par rapport à la chaleur. Or, les pays africains qui ont été soumis à la triple barbarie négrière, coloniale, néocoloniale, et qui ont été maintenus dans des dictatures ou des régimes mous, vassaux et valets de l'impérialisme international, sont tous des pays qui remplissent cette condition, sont des pays oxymorisés. Ce sont des oxymorons de pays. Ils ont tout, mais leur population n'a rien. Ils exportent tout ce dont a besoin l'Occident, le Moyen-Orient, l'Asie, l'Amérique du Nord. Ils exportent tout ce dont les autres continents ont besoin pour produire des produits finis qui leur sont revendus 20 fois, 30 fois, 100 fois plus cher. Et comme ils ne peuvent pas acheter les produits finis qu'on fait avec leurs propres matières premières, ils sont obligés d'accepter des crédits pourris de la Banque mondiale
du Fonds monétaire international, hein, les crédits pourris du Club de Paris, du Club de Londres, du Club de Bruxelles, etc., qui les maintiennent dans une dépendance telle que, finalement, ils sont dans un cercle vicieux. Ils doivent toujours donner des plus grandes quantités de matières premières non transformées pour payer leurs dettes. Et comme les matières premières voient les prix déterminés, non pas en Afrique, mais en Europe, et en Amérique et en Asie, les escrocs, capitalistes internationaux, ont tranquillement la possibilité de faire baisser les prix des matières premières pour augmenter le coût des crédits et par là maintenir les Africains dans une pauvreté absolument volontaire. Ils nous imposent un modèle qui consiste à exporter ce que nous ne consommons pas et à consommer ce que nous ne produisons pas. Ce qui fait que tous nos pays, depuis pratiquement leur pseudo-indépendance des années 60, sont devenus dépendants de la dette. Et ils ont généré la dette pour nous obliger à payer en matières premières, à ne pas transformer nos matières premières chez nous, à les leur donner. Eux, ils font travailler leurs usines dans le Nord, en Europe, en Amérique. Ils font travailler leurs usines en Asie. Ils produisent des produits finis, ils reviennent nous les vendre. Et comme nous n'avons pas, de leur point de vue, assez d'argent, ils nous en prêtent, ils nous prêtent leur argent. Et cet argent est une corde au cou, une véritable corde de pendaison qui nous conduit progressivement vers le surendettement nous obligeant de brader encore plus nos matières premières. C'est ce cercle vicieux que le président Assimi Goïta et ses compagnons ont décidé de briser au Mali. Et pour briser ce cercle vicieux, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais écoutez, il faut d'abord renégocier tous les contrats d'exploitation des matières premières avec les entreprises qui veulent rester travailler en Afrique, dans tous les domaines où des nationaux, où l'État a la capacité de procéder lui-même à l'exploitation de la matière première, on indemnise les entreprises internationales et on leur demande de rentrer chez elles. On nationalise ou on confie à des particuliers nationaux qui ont le mérite de produire la richesse sur place et d'employer le maximum de personnes sur place. Troisième élément important, partout où on possède la technologie permettant de transformer sur place la matière première et de produire nous-mêmes le produit fini, mais on nationalise ces secteurs-là, on transforme nous-mêmes la matière première, on produit nous-mêmes le produit fini, ce qui nous permet de donner du travail à notre population et en même temps d'exporter des produits finis, c'est-à-dire d'augmenter le bénéfice de la vente de nos matières premières. C'est cette politique que le Mali a engagée. Toutes les entreprises qui exploitent les matières premières au Mali, le Mali a engagé la renégociation des accords pour augmenter la part qui revient à l'État malien, c'est-à-dire au peuple malien. Premier point. Deuxièmement, toutes les entreprises qui utilisent des technologies que les Maliens maîtrisent. Le Mali a entrepris de redistribuer ces entreprises à des capitaux maliens. Et quand il n'y a pas de capitaux privés maliens, l'État malien redevient propriétaire. C'est ce qu'on appelle les nationalisations. Troisième élément important, partout où le Mali se rend compte qu'il est d'ores et déjà, en effet, capable de produire sur place des produits finis d'excellente qualité, il récupère toute la filière et il produit les produits finis d'excellente qualité sur place, ce qui lui permet désormais d'exporter ces produits finis et d'avoir la plus grande plus-value possible. Aujourd'hui, par exemple, le Mali est de plus en plus en capacité de produire le lingot d'or sous sa forme pure. C'est-à-dire que le Mali est aujourd'hui en capacité de produire ses réserves bancaires. Il est en mesure de constituer progressivement sa propre réserve d'or. Alors, quel intérêt le Mali aurait-il à laisser une entreprise comme Barrick Gold continuer à exploiter l'or, à fabriquer le lingot d'or malien, à aller le vendre d'abord à l'étranger, puis à revenir payer le Mali à un pourcentage très faible du prix réel de l'or vendu? Quel intérêt le Mali a-t-il à se faire spolier par Barrick Gold? Le président Assimi Goïta et ses compagnons ont bien compris qu'il faut extraire l'or malien sur place, il faut autant que possible le transformer sur place et il faut nous-mêmes, Maliens africains, vendre notre or sur le marché international. Ce qui nous permet de récupérer la plus-value que des particuliers occidentaux, asiatiques, etc., viennent récupérer sur nos richesses, laissant nos peuples dans la pauvreté dans laquelle ils les ont trouvés. C'est ce processus qui a été engagé au Mali. C'est le même processus qui est engagé au Burkina Faso. C'est le même processus qui est engagé au Niger, par exemple par rapport à la question de l'uranium. Est-ce que vous comprenez? Il s'agit de la réappropriation de toutes les filières de matières premières stratégiques hautement rentables sur le marché international. Oui, ça pose un vrai problème. Quel intérêt y a-t-il pour le Niger à laisser que Orano prenne le combustible brut de l'uranium, l'amène pour le transformer, le préparer dans les usines françaises
ou dans les usines, je ne sais pas, asiatiques ou dans les usines américaines. Quel intérêt si on peut le faire sur place au Niger? Si le Niger peut déjà mettre le yellow cake dans l'état où il est vendable à l'international au meilleur prix, pourquoi le Niger se permettrait de laisser cela à des capitaux étrangers? C'est une foutaise. Alors quand le Mali a exprimé à Barrick Gold sa volonté d'augmenter la part légitime de l'État malien dans les richesses du Mali, le PDG de Barrick Gold s'est comporté comme un propriétaire frustré. Il s'est comporté comme s'il était le propriétaire de l'or du Mali et que l'État du Mali était le locataire. Il s'est mis à crier sur tous les toits et à menacer le Mali de coups et blessures dans les tribunaux internationaux. Mais il y a une chose que le propriétaire de Barrick Gold n'a pas notée. C'est que le droit international ne s'impose pas de la même façon à toutes les puissances. Selon qu'un pays est une puissance ou pas, il applique ou pas les décisions du droit international. Est-ce qu'on peut juger un citoyen américain à la Cour pénale internationale? Non. Pourquoi? Parce que l'Amérique est une grande puissance. Et que pour arrêter un citoyen américain, il vous faut être capable d'abord de vaincre l'armée américaine. Vous avez déjà vu un citoyen américain à la CPI? Vous avez vu un citoyen britannique à la CPI? Combien de citoyens européens sont jugés à la CPI? Pas du tout, parce que les puissances européennes s'estiment tellement fortes militairement que personne n'a le droit de se saisir de leurs citoyens pour les juger. Or, mais quelle est la plus grande puissance militaire maintenant du territoire malien? Est-ce que la plus grande puissance militaire du territoire malien aujourd'hui, c'est la France? La plus grande puissance du territoire malien aujourd'hui, c'est l'armée malienne. C'est l'État malien qui constitue la puissance la plus forte sur le territoire malien. Donc, si l'État malien dit l'or, là, ça reste ici, qui peut dire le contraire? Si l'État malien dit l'or du Mali que vous preniez avant, là, ça reste ici, le contrat est caduc. Qui peut dire le contraire? Celui qui peut dire le contraire, c'est celui qui peut punir le Mali à l'international. Mais qui peut punir le Mali à l'international? Mais quelqu'un qui peut faire passer une résolution du droit international contre le Mali. Mais qui peut faire passer une résolution du droit international contre le Mali? En tout cas, pas les protecteurs de Barrick Gold. Hein. Barrick Gold, ses protecteurs, c'est qui? C'est potentiellement les États-Unis d'Amérique, la France et la Grande-Bretagne. Alors que le Mali a comme grands alliés au Conseil de sécurité permanent des Nations Unies la Fédération de Russie et la Chine. Donc si quelqu'un s'amuse à tenter de forcer là-bas au Conseil de sécurité des Nations Unies pour punir le Mali, il sera bloqué. Il sera bloqué. Celui qui s'en va s'asseoir, je ne sais pas, à la Cour pénale internationale pour soi-disant punir le Mali s'en fout. Celui qui s'en va dire que, bon, on a dit que le tribunal de commerce, le Mali n'applique pas ça, puisque mais on voit Israël, combien de résolutions il y a eu contre Israël. Israël en a appliqué combien? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Israël est protégé au Conseil de sécurité des Nations Unies par les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France. Israël est tranquille, vous pouvez faire passer toutes les résolutions. Au niveau de l'Assemblée générale, vous pouvez faire passer tout ce que vous voulez. Quand ça arrive au niveau du Conseil de sécurité, bloquez tout, bloquez tout, bloquez tout. Veto, veto, veto. Le Mali aussi est assis sur ses alliances internationales. Vous allez lui faire quoi? Rien. Et dit que son or ne sort plus cadeau. C'est tout. Que cela vous plaise ou pas, l'or là reste d'abord au Mali. Et le Mali lui-même sait où on vend l'or. Celui qui ne veut pas de l'or du Mali, qu'il a acheté son or ailleurs. Le Mali va vendre à celui qui veut. Le Mali connaît le commerce international de l'or. Les places internationales, les puissances internationales qui veulent acheter l'or malien, il y en a à gogo. Le Mali peut faire jouer la concurrence. Il n'y a pas que les clients de Barrick Gold qui s'intéressent à l'or malien. D'ailleurs, même les clients de Barrick Gold sont prêts à négocier avec l'État malien pour avoir l'or malien. Barrick Gold, cette entreprise ne possède pas d'or. C'est le Mali qui possède l'or. L'entreprise possède les techniques et les outils, les machines d'exploitation de l'or. Elle ne possède pas l'or. L'or appartient au Mali. Alors, depuis plus de 3 mois, quand ils ont commencé à s'agiter, j'ai écrit. Et vous devez vous souvenir que j'ai écrit ici que cette affaire allait se résoudre d'une manière très simple. Le Mali allait mettre la main sur la production d'or de Barrick Gold. Le Mali allait laisser Barrick Gold exploiter, sortir, transformer, lingots, exploitation, l'or sous forme de poudre, l'or sous forme liquide, l'or sous forme lingot, déposé, exploitation, l'or sous forme de poudre, l'or sous forme liquide, l'or sous forme lingot, déposé. Quand Barrick Gold va finir d'entasser et qu'ils vont vouloir ramasser pour partir avec comme d'habitude, le président Assimi Goïta va dire déposez ça là par terre. Le président Assimi Goïta va dire problème t'as là. Nyamorode, déposez ça là.